chefferie traditionnelle. Bref, les raisons classiques qui font qu'ailleurs il y a un Sénat ne sont pas justifiées chez nous. D'autant que nous avons un Conseil économique et social qui, réformé, peut largement jouer ce rôle. Donc la seule fonction du Sénat était de caser des alliés politiques. Et autre bizarrerie, le président de la République nomme la majorité des sénateurs. Or, le Parlement, donc le Sénat, est censé contrôler le président de la République. Comment voulez-vous que quelqu'un que je nomme puisse me contrôler? Donc voilà, il fallait mettre un terme à cela. Il a saisi le moment opportun. C'est très habile politiquement et c'est très utile socialement, mais il faut nous débarrasser de ce Sénat. Je parlais au début des obstacles constitutionnels qui peuvent exister, mais ces obstacles ne sont pas dirimants. On peut les contourner. Par la voie de l'adoption, l'article 71 peut permettre de donner un dernier ressort, le dernier mot à l'Assemblée nationale. Et au niveau de l'approbation, rien n'empêche de recourir au référendum. Mais je dis simplement qu'on devrait pouvoir faire l'économie de cela en invitant l'actuel Sénat à un sursaut républicain. D'accord. Je reviens sur la question du Dauphinat à Maître Demba Ciré Bathily. Alors, je l'ai dit tantôt, le poste est quand même politique et on a vu la position du parti du président Macky Sall concernant ce Sénat. Il ne voulait pas que cette institution lui échappe. Alors, au vu de toute cette situation, donc, est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une autre manche des querelles politiques auxquelles on a assisté? Oui, je crois que déjà le président de l'Assemblée nationale est quand même assis sur un siège et il est assez fragile puisqu'il est élu pour une année. Donc, qui détient la majorité pourrait éventuellement, si tel est son désir, changer l'actuel président et mettre quelqu'un de son camp. Donc, c'est une question en fait dont la solution est trouvée à terme. Mais il y a un autre aspect qui me paraît essentiel parce que je ne vois pas tellement l'intérêt de discuter de qui succède au président de la République. Parce que celui qui vient, il est là juste pour gérer une transition et organiser des élections. Il ne vient pas lui succéder pour continuer le mandat. Donc, de ce point de vue, je crois que quelle que soit la personne qui occupe cette fonction, c'est l'assise populaire qu'on aura qui permettra à quelqu'un de reprendre et de continuer le flambeau. Donc, la confiance du président importe peu? Ou la confiance du président en tant que tel, parce que là nous sommes sur un plan institutionnel et c'est la raison pour laquelle autant il était discutable même que l'on puisse prendre le président du Sénat. Imaginez qu'au Sénat vous avez des personnes qui sont nommées par le président de la République. Moi ça me pose toujours problème de voir un parlementaire nommé par le président de l'exécutif, parce que c'est une violation flagrante quand même du principe élémentaire de la séparation de pouvoir. Donc quelqu'un qui est nommé, qui institutionnellement va se retrouver après le président et lui suppléer, alors que le président de l'Assemblée nationale, quoi qu'on dise, est quand même investi d'une certaine légitimité sur le plan populaire que lui confère le suffrage. Mais il y a un aspect sur lequel je ne voudrais pas qu'on passe, parce qu'en supprimant le Sénat, on a dit qu'on allait réaliser des économies budgétaires. À mon avis, c'est mal posé le problème. Ah oui? Aujourd'hui, nous avons besoin d'une réforme fondamentale pour avoir une assemblée qui serve vraiment à quelque chose. Parce que les gens ne le disent pas assez, mais l'Assemblée nationale telle qu'elle existe actuellement sert à très peu de choses. Elle sert uniquement quand vous avez la majorité à avaliser les projets de loi qui émanent du gouvernement. Vous verrez que dans la période, il y a toujours eu très peu de propositions de loi émanant des députés. Quand c'est le gouvernement qui propose des lois, le pouvoir d'amendement des députés est encadré. Vous faites un amendement, il faut trouver la ressource financière. Mais ensuite, dans la capacité même que les députés ont pour examiner la pertinence des lois qu'on leur présente, c'est des gens totalement démunis. Vous me prenez Maître Bathily, si par hasard j'étais député, vous me présentez un projet de loi relatif à la justice, peut-être je serais efficace. Mais mettez-moi dans l'agriculture ou les énergies renouvelables. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à un projet gouvernemental où vous avez un ministre qui est là, qui est entouré de techniciens, qui est là, qui lui glisse toutes les réponses. Il discute en commission technique. Donc en réalité, l'efficacité du travail parlementaire suppose qu'on redéfinisse même le statut du député, ses moyens de travail. Moi j'aurais compris qu'on dise nous supprimons le budget du Sénat, nous le mettons à l'Assemblée nationale, mais ça va servir à améliorer les conditions de travail du député, en faire un vrai parlementaire, pas quelqu'un qui est là pour applaudir et voter des lois dans lesquelles il ne comprend absolument rien. Mais il y a une réforme de fond à faire. Sinon, on a beau parler d'Assemblée nationale de rupture, ce sera très beau dans le discours, mais dans la réalité, ça ne correspondra à absolument rien. C'est la destination de l'économie qui sera faite qui vous pose problème? Non, pas la destination de l'économie. De toute façon, 7 milliards ne permettrait pas de résoudre la question des indemnisations. Je crois que c'est une opportunité politique qui a été saisie pour supprimer une institution. Mais cela
ne devrait pas nous faire perdre de vue le fait qu'on a un problème. Quelle est la place de l'Assemblée, de l'institution parlementaire dans l'architecture républicaine par rapport à son rôle, par rapport à ses missions et par rapport à son état actuel? Parce que dire qu'on a supprimé le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, tout est bon, tout est OK, ce n'est pas le cas. Il y a des réformes en profondeur à faire sur le plan institutionnel, parce que finalement, ce qui est visé, c'est l'efficacité du travail parlementaire dans l'examen et l'adoption des lois, mais également dans le contrôle de l'activité gouvernementale. D'accord. Donc le changement attendu, c'est de ce point de vue. Faire des économies, c'est une excellente chose, mais si on veut vraiment avoir un Parlement efficace, il y a des réformes en profondeur à faire, sinon on aura toujours une chambre d'enregistrement et d'applaudissement, quelle qu'en soit la forme. Très bien. Vous êtes d'accord, Madame Amsatou Sow Sidibé? Bon, que voulez-vous, maître? Mais vous savez, avec 1 milliard, on peut faire énormément pour une question cruciale et urgente. Il faut aller sur le terrain pour voir les besoins immédiats et directs des populations. Qui vous demande du gasoil, qui vous demande de l'eau de javel, qui vous demande des détergents, des pelles, des bottes. Déjà, pour ce matériel d'une importance capitale, il était important de ne pas gaspiller de l'argent. Et ensuite, avec 1 milliard, essayons de voir combien de logements sociaux on peut mettre en place. Beaucoup de logements sociaux. Si un logement social coûte autour de 5 millions, essayez de voir avec 7 milliards combien de logements on peut faire pour délocaliser les maisons qui sont dans les zones inondables et inondées. Eh bien, il ne faut pas négliger 7 milliards. Aujourd'hui, la population demande ces milliards. Il faut aller sur le terrain pour s'en rendre compte. Hier, j'ai passé la journée dans la banlieue, vers Guinaw Rail. Il n'y a rien à Guinaw Rail. Guinaw Rail, 1 million est d'une importance capitale dans cette zone du Sénégal, de Dakar. À plus forte raison, des millions, à plus forte raison, 1 milliard, à plus forte raison, 7 milliards. Il ne faut pas négliger 7 milliards. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on est arrivé à un stade où on banalise le milliard. On n'a pas le droit de le faire. 1 milliard, c'est beaucoup. Et des populations qui ne mangent pas ou qui ont un repas par jour, eh bien, leur parler de milliards, c'est beaucoup. Ne négligeons pas ces milliards. Ils sont d'une importance capitale. D'accord. Donc, je ne partage pas, pour une fois... le point de vue de Maître Demba Ciré Bathily. Pour une fois, le point de vue de... D'accord. La lecture de notre confrère Modou Mamoun qui suit donc cette situation, alors quelle peut être ou quelle peut être la portée de cette décision vue sous l'angle de la somme qui va être économisée? Moi, je pense que en écoutant hier le président Macky Sall, il a dit que non seulement cette somme de 7 milliards sera utilisée pour combattre les inondations, mais je pense que cette somme va venir s'ajouter à un programme qui s'appelle le programme de gestion des eaux de pluie, qui est déjà mis en œuvre par la Banque mondiale, je pense à hauteur de 28 milliards. Oui. Et je pense que 28 milliards ajoutés à 7 milliards, ça peut quand même régler beaucoup de problèmes. Mais la question qu'il faut se poser est que, parce que si on quantifie le nombre de milliards qui ont été engloutis depuis ces 10 dernières années dans la gestion des inondations, c'est beaucoup de milliards, c'est énorme. Donc le problème, ce n'est pas d'accumuler des milliards, mais le problème, c'est de les mettre dans des projets qui peuvent enfin débarrasser ces populations des inondations. Parce que on a utilisé presque toutes les solutions. On a utilisé des bassins de rétention, ça n'a pas marché. On a essayé de créer le plan Jaxaay avec tout ce que cela comporte peut-être comme erreur. Mais à mon avis, la question fondamentale qu'il faudrait se poser est que on parle beaucoup en ce moment d'audit. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire l'audit des inondations? Est-ce qu'il ne faudrait pas
essayer de voir où sont passés tous ces milliards qui ont été engloutis dans les inondations, je pense, c'est des centaines de milliards. Et les populations, quand on les interroge, nous qui sommes sur le terrain, les journalistes, quand ils les interrogent, les gens ne savent pas où cet argent est passé. Souvent, c'est dans des projets, peut-être, qui n'ont pas permis de régler le problème. Et à mon avis, la question qu'il faut essayer de régler, d'abord, c'est la question de la gestion efficiente des fonds qui sont destinés aux inondations. Si on ne règle pas ce problème, je pense qu'on peut mettre des centaines de milliards dans les inondations, ça ne va jamais se régler. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Sénégalais sont tellement écœurés par cette situation, parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que ces décisions, ces quartiers qui sont inondés, mais qui les a attribués? Qui a permis de construire sur ces sites? Parce que moi je suis né à Dakar, j'ai grandi dans un quartier où il n'y a jamais eu d'inondation. Même s'il y a 200 mm de pluie, il n'y aura jamais eu d'inondation. Parce que, au début, je ne sais pas si c'est les colons ou non, mais ces quartiers ont été assainis. Il y avait déjà un projet d'assainissement qui a été fait avant que les populations ne viennent s'établir. Mais ce qui se passe au Sénégal, c'est que durant ces dernières années, on a vu des quartiers spontanés, on a vu des zones de passage d'eau. Je prends l'exemple de la zone de captage où je passe tous les jours, qui est à côté du soleil, où on a construit des immeubles sans aucune garantie. Je pense qu'il faudrait que d'abord, je pense que le président l'a dit hier, il faudrait que les Sénégalais d'abord essayent de régler ce problème de civisme, ce problème aussi de savoir, de rigueur, voilà, de rigueur et puis même de gestion des projets, parce que si on fait l'analyse et puis si on fait le bilan de toute cette politique d'urbanisation de Dakar, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que si on se permettait de sanctionner, je pense que parce que ces maisons ne sont pas nées ex nihilo. Ces maisons ont été attribuées par quelqu'un. Donc, qui les a attribuées? Je pense qu'il faudrait, au moment où on parle d'audit, il faudrait aussi qu'on se pose ces questions-là. D'accord. Parce qu'il y a des fautifs. Beaucoup de questions, donc. Voilà, il y a des fautifs, il y a des gens qui sont coupables, il y a d'autres qui ont perdu de l'argent en investissant dans des terrains, comme on dit, non identificandi, et maintenant qui se retrouvent avec des problèmes. Oui, beaucoup de questions donc soulevées donc à l'occasion de ces inondations et auxquelles il faut apporter des réponses et ce débat ne suffira pas malheureusement pour le faire. On va passer à cet autre thème qui a constitué un point assez important dans la déclaration du président Macky Sall hier. C'est la consternation qui a accompagné l'exécution de 9 prisonniers en Gambie, parmi lesquels 2 Sénégalais. Un acte qui a créé une vague d'indignation même au-delà du Sénégal. Alors, Maître Demba Ciré Bathily, c'est une sorte de levée de bouclier, on peut dire, contre la peine de mort. La question, c'est qu'est-ce qui motive vraiment le président Yaya Jammeh? Qu'est-ce qui motive vraiment le président Yaya Jammeh, je ne saurais le dire. Par contre, ce que je peux mettre en exergue, c'est que d'abord, moi, je ne suis pas d'accord pour parler d'exécution. Parce que lorsque nous parlons d'exécution, s'agissant de décisions de justice, nous considérons qu'il s'agit de sentences rendues dans le cadre de procédures respectant les normes d'un procès équitable. Mais lorsque nous avons des simulacres de procès qui aboutissent à des condamnations en pensant sur les droits les plus élémentaires de la défense, nous sommes en face de ce qu'on appelle une parodie de justice et l'exécution qui s'ensuit, nous la qualifions d'assassinat. Et nous sommes d'autant plus fondés pour le dire que si vous avez vu l'enchaînement des événements, le président Jammeh avait déclaré déjà qu'il allait procéder à des exécutions au mois de septembre, alors qu'en catimini, bien avant, il avait procédé à ces exécutions. Je pense que quand même, il y a un certain nombre d'obligations lorsque vous devez procéder à des exécutions, qu'on a aussi bien vis-à-vis de la personne qui peut être l'objet de la sentence, mais quand cette personne est étrangère par rapport à son état. Et rien de cela n'a été fait, et il a agi également au mépris de
toute l'intervention de la communauté internationale. Vous avez eu le représentant de l'Union africaine qui est parti le voir. Vous avez eu l'Union européenne. Il a même déclaré qu'en réalité, je disais ça pour faire peur. Donc, alors que c'était déjà fait. Alors que c'était déjà fait. Mais donc, à partir de ce moment, je crois que ce qui est important, c'est moins lui, ce qu'il a